Le logiciel NetMaths pour les élèves et les enseignants de mathématiques est fier de contribuer à la diffusion de la recherche universitaire en commanditant cette émission. Visitez-nous au www.netmaths.net. Sous la chemise doublée, toujours. Ça me rassure. En plus, on a des vitraux aussi. C'est bon, tout est prêt? Aujourd'hui, les publications universitaires vous proposent l'histoire d'une pratique qui a beaucoup marqué l'histoire occidentale. Pascal Bastien est professeur d'histoire moderne à l'Université du Québec à Montréal. Il sera avec nous pour parler de son livre « Histoire de la peine de mort », publié aux éditions du Seuil. Monsieur... Je souris comme j'ai jamais souri. Votre livre parle de la pratique de la peine de mort du 16e siècle jusqu'à la fin du 18e siècle. On imagine que vous n'avez pas été témoin de la pratique de la peine de mort à cette époque-là. Quel a été votre matériau de recherche pour aboutir à ce livre? Je suis un historien du 18e siècle. Donc, globalement, les archives judiciaires sur lesquelles je travaille depuis ma thèse, donc depuis les années 2000, c'est un matériau familier et donc ça a été en partie ce qui a nourri ce livre. Le livre est en fait, si vous me permettez de prolonger l'histoire de cette histoire, ce livre-là m'a été demandé par les éditions du Seuil. Et au départ, on m'avait demandé un ouvrage de synthèse absolument gigantesque, de l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui, en réfléchissant à la Chine, aux États-Unis, à la France. Bon. Alors, comme c'était les éditions du Seuil, j'avais été très naïvement enthousiasmé, j'avais dit bien sûr, bien sûr. Et puis j'ai commencé et je me suis rendu compte que c'était impossible pour moi. Je n'avais pas livre édition, j'avais pas l'expérience. Et ce qui fait qu'au fur et à mesure où je discutais avec l'éditeur, j'ai réduit progressivement l'espace et le temps pour arriver d'abord à la période qui m'était la plus familière, l'époque moderne, donc 16e, 18e siècle. Et comme je suis un historien de la France, je voulais garder Paris, mon champ de spécialisation, et un regard qui permettait de nourrir d'une façon originale Paris, c'est le regard londonien que j'ai ajouté donc à mon travail. Mais disons, pour répondre plus directement à votre question, ce sont les archives judiciaires, principalement, qui sont elles-mêmes des témoignages. C'est-à-dire que les magistrats, les condamnés à mort parlent, on écrit leurs paroles, et c'est ce qui a nourri l'essentiel de mon travail. Dans la période que vous avez étudiée, la peine capitale, est-ce que c'était une pratique fréquente? C'est une pratique dans l'imaginaire qui est fréquente. C'est-à-dire, dans le réel, elle est plus rare que ce qu'on peut imaginer. Lorsqu'on imagine le Moyen-Âge ou le 16e siècle, on pense qu'il y a des pendaisons à tous les jours, alors que la réalité est bien différente. Je réfléchis et j'analyse Paris et Londres, donc deux capitales. Dans ces grandes villes, les exécutions sont beaucoup plus nombreuses qu'en village. On peut tout à fait penser, d'ailleurs c'est très fréquent, il y a de très nombreux villages en Angleterre et en France qui n'ont jamais vu aucune peine capitale être exécutée. Ça ne veut pas dire pour autant qu'ils n'ont jamais entendu parler d'une peine capitale et qu'ils n'ont jamais lu des témoignages d'exécutions qui ont eu lieu à Londres ou à Paris. Mais effectivement, donc, la capitale est en soi une ville de peine capitale. Donc, Paris et Londres monopolisent un peu le spectacle de la mort. Et chaque période, évidemment, a ses dénivellations de répression. On peut dire que le 16e siècle, en raison des conflits religieux, est beaucoup plus répressif et beaucoup plus cruel dans ses exécutions que le 18e siècle, même si au 18e siècle, on a quand même aussi un grand nombre de peines capitales. Si j'avais à donner des chiffres, d'une part, Londres, comparativement à Paris, Londres pend beaucoup plus de criminels que Paris. Londres est un petit peu plus populeuse que Paris, mais en soi, la justice est plus capitale en Angleterre qu'elle l'est en France, d'une part. Et puis, à Paris, au 18e siècle, on a à peu près, je vous dirais, une exécution capitale par semaine, mais ça se noie avec toute une série d'autres peines corporelles non capitales, comme le fouet, comme le pilori, comme la marque au fer rouge, qui fait que tous les Parisiens croisent une à deux fois par semaine une exécution, même si elle n'est pas nécessairement capitale. Donc c'est un spectacle qui est
Et c'est ce sur quoi j'insiste beaucoup dans le livre, c'est un spectacle qui est banal, en fait. On a l'impression que c'est spectaculaire, c'est effectivement un spectacle, mais c'est banal et très souvent, les gens croisent une potence sans s'y arrêter nécessairement parce qu'on en a vu une la semaine précédente et on sait qu'on en verra une la semaine prochaine. Vous dites que la peine capitale faisait l'objet d'un consensus religieux, social et culturel. Ça fait contraste avec la société d'aujourd'hui. Ben, en fait, là encore, il faudrait... bon, je ne suis pas historien de la période contemporaine, mais je crois qu'on serait surpris d'interroger l'opinion publique aujourd'hui pour savoir quel est son avis sur un retour éventuel de la peine capitale. C'est toujours une question auquel moi je réfléchis, j'ai des frissons dans le dos quand je suis à peu près convaincu que, surtout lorsque l'actualité criminelle, lorsqu'on a par exemple un pédophile ou lorsqu'on a le meurtre d'un enfant, alors là, tous voudraient transformer la justice en une institution de vengeance. Et là, on voudrait donc que la peine capitale soit réinstaurée. Mais donc, pour revenir à l'époque moderne, effectivement, c'est un consensus, et c'est une interprétation qui est la mienne. Là encore, certains historiens peuvent ne pas être tout à fait d'accord avec moi, mais c'est un consensus d'abord religieux au XVIe siècle, parce que même si l'Église n'est pas apte à condamner à mort, Dieu reconnaît la puissance de mort. Dieu reconnaît que parfois la justice doit être capitale. Et en ce sens, tous ou à peu près envisagent la peine capitale comme quelque chose de normal et que de très nombreux ecclésiastiques, d'ailleurs, encouragent très souvent, notamment, bien entendu, dans le crime religieux. Le XVIIe siècle se transforme un peu de part et d'autre, à Londres comme à Paris, transforme un peu le discours. L'espace religieux tend à disparaître au profit d'un pouvoir qui, lui, devient sacralisé, c'est-à-dire que le pouvoir du roi est, en tant que tel, tout-puissant, et c'est à travers sa sacralité que la justification de la peine capitale passe. Et puis, au XVIIIe siècle, en fait, et c'est là où c'est peut-être l'aspect le plus original du livre, on saisit souvent le XVIIIe siècle comme le grand siècle des Lumières, comme un siècle de réforme judiciaire, comme un siècle de scandale judiciaire, où la peine capitale devient de moins en moins acceptable. Or, quand on regarde réellement les documents, on se rend compte que c'est une marginalité d'individus et de philosophes qui sont contre la peine capitale, et qu'en fait, quand je parle de consensus culturel, c'est que la très large partie de la population, d'abord, évidemment, le peuple, si tant est qu'on peut définir ce qu'est le peuple, mais aussi la bourgeoisie et de très nombreux philosophes également sont pour la peine capitale. Et quand on lit attentivement Cesare Beccaria, Cesare Beccaria est un philosophe des Lumières, son ouvrage des délits et des peines est un classique de la réforme judiciaire au XVIIIe siècle, qu'il publie en 1764. Et il est contre la peine capitale, sauf si c'est vraiment nécessaire, dit-il, et il suggère de la remplacer par l'esclavage perpétuel. Donc, quand on réfléchit aux projets de réforme judiciaire, ce n'est pas parce qu'on souhaite réformer la peine capitale que l'on veut nécessairement la remplacer par quelque chose que nous, on considère de plus digne ou que nous, on considère de plus humain. Donc, la période moderne reste très largement une époque qui est bien loin de l'esprit de l'abolition, même si quelques personnages clés, comme Robespierre, suggèrent dès 1791 le plus fortement que la peine capitale soit abolie. Mais son discours est mal reçu, et puis ça sera jeté aux oubliettes jusqu'au 19e siècle. Dans la période que vous avez étudiée, vous dites qu'au début, la peine de mort était faite au nom de Dieu et que l'intervention divine dans la justice des hommes s'effaça lentement au profit du prince. Pourquoi cette transformation? Le pourquoi est toujours difficile. Ce que je suggère dans le livre, c'est toute une série de repères qui nous permettent de saisir le processus. Là, j'espère ne pas être trop long, mais disons pour comprendre ce long processus, en donnant des dates ou des moments très précis, disons que, et là ça concerne l'Angleterre comme la France, disons qu'au tout début du XIIIe siècle, le processus qu'on va appeler de transfert de sacralité se met en place. Ce que je veux dire par là, c'est que l'intervention de Dieu et la présence de Dieu dans la justice des hommes est réelle,
réelle, donc elle est sollicitée. Le jugement de Dieu est considéré comme quelque chose d'inévitable et que l'on sollicite et que l'on demande presque, avec une certaine régularité. L'ordalie est un rituel judiciaire et religieux que notre langage a gardé un peu à l'esprit quand on dit « je mettrai ma main au feu » pour un élément, mais il s'agissait au XIIIe siècle d'un rituel tout à fait réel, c'est-à-dire que deux individus en procès, en quelque sorte, voulaient défendre leur propre point de vue, et si le juge est incapable de pouvoir déterminer quel est celui qui a la vérité, quel est celui qui a tort, on faisait appel à Dieu. Et en faisant appel à Dieu, donc on recourt à des rituels, comme mettre sa main au feu, c'est-à-dire mettre sa main dans l'eau bouillante, par exemple, ou tenir dans sa main un fer chauffé à blanc, de façon à déterminer chez celui qui guérira le plus rapidement, celui qui est béni par Dieu, et donc celui qui a la vérité de son côté. Bon. Ces rituels disparaissent sous prétexte qu'ils sont superstitieux à partir du XIIIe siècle. Et ce n'est pas l'État qui le décide, c'est l'Église. C'est l'Église qui dit que c'est présomptueux de toujours demander à Dieu d'intervenir. Dieu est trop puissant pour faire attention aux affaires des hommes. Donc, ce type de rituel disparaît. Et c'est donc dans cette disparition progressive, cet effacement progressif de Dieu dans la justice, que le roi doit prendre sa place. Et donc, progressivement, XIIIe, XIVe, XVe et XVIe siècle, début de la modernité, donc, la justice royale tend à prendre la place que la justice de Dieu prenait jusqu'alors. C'est-à-dire que les tribunaux se multiplient. Lentement, ce qu'on considérait comme des miracles judiciaires vont être contestés parce que, c'est une expression juridique du XVe siècle, le gibet ne perd pas sa proie. Donc, à chaque fois que le juge, au nom du roi, émet une sentence capitale, eh bien désormais, Dieu n'a plus sa place. Là, c'est le roi qui va prendre sa place. Donc, dans la disparition du jugement de Dieu, le roi prend sa place et par conséquent, ça ne veut pas dire qu'il y a une disparition de sacralité, ça veut dire qu'il y a un transfert de sacralité. Désormais, c'est le roi qui jouera le rôle de Dieu. N'oublions pas que le roi est lieutenant de Dieu sur terre, ce qui veut dire qu'il tient lieu de Dieu sur terre. Et en ce sens, il est désormais sacré, donc infaillible. Et c'est cette nouvelle nature du pouvoir de juger qui détermine, je vous dirais, la période moderne jusqu'aux progressives remises en cause du XVIIIe siècle pendant le siècle des Lumières. Vous avez dit que le roi était infaillible. Est-ce que ça pouvait quand même arriver de découvrir qu'il y avait des condamnés à mort innocents qui avaient été exécutés à tort? Qu'est-ce qu'on faisait quand ça arrivait? Est-ce que ça arrivait? D'une façon, de part, c'est sûr que c'est arrivé. Bon, ça, c'est sûr. Est-ce qu'on le reconnaît? Là, la question est plus délicate. Il est arrivé, effectivement, que l'on ait trouvé des condamnés, après coup, qui se sont révélés innocents. Et en ce sens, on trouve toujours un moyen pour que le roi ne soit pas mêlé à cette affaire. C'est-à-dire que ce sont les juges qui, puisqu'ils ont la justice du roi entre les mains, ce sont les juges qui sont désignés comme coupables. Il est donc de la responsabilité du roi de condamner ces juges. Et en fait, le drame est, n'oublions pas que Dieu, même s'il a quitté les tribunaux, est toujours présent. Et même si un individu est condamné à tort pour un crime, on n'est jamais condamné à tort. C'est-à-dire qu'il y a peut-être d'autres crimes secrets qui ont été commis et on est un pécheur, d'une part. Et d'autre part, s'il est mort en martyr, eh bien c'est aussi un geste de Dieu pour que, et donc par conséquent du roi, pour que ces individus aient atteint au nom de l'innocence plus rapidement leur paradis. Donc il y a toujours une façon qu'on va considérer comme un peu hypocrite, mais qui est crue du roi, des juges comme de la population, qui est crue comme une part du destin, comme une part de la providence, et que même dans l'erreur judiciaire, le roi a les mains propres, en quelque sorte. Même si, bon, il y a des incidents, il y a des tentatives plus difficiles de récupération, mais je vous dirais que très largement, 16e, 17e siècle, là encore avec l'exception du 18e siècle qui change tranquillement la donne, mais 16e, 17e siècle, on est encore dans une justice dite infaillible, où le roi, lors d'une erreur judiciaire, peut gracier post-mortem.
Donc, en ce sens, peut récupérer l'erreur judiciaire en faisant une leçon au juge et en lavant sa propre justice, son propre rôle, en étant un roi miséricordieux. Et donc, parce que, on aura peut-être l'occasion d'en reparler tout à l'heure, mais la peine capitale, ce n'est pas uniquement la fin d'une vie biologique, c'est aussi la confiscation des biens, c'est aussi la honte pour la famille. Et en ce sens, le roi peut décider de renverser ceci, c'est-à-dire de redonner les biens confisqués à la famille, de redonner leur honneur pour une honte qu'ils ont subie d'une façon inadéquate. Donc, il y a une certaine souplesse qui existe dans la grande justice du roi. C'est une des thèses les plus surprenantes de votre livre. Vous dites que la peine de mort avait pour fonction de maintenir le lien social. Comment est-ce que tout ça fonctionnait? Je vais vous parler encore principalement du cas français. C'est d'ailleurs ce que je fais depuis tout à l'heure. On pourra peut-être interroger davantage le cas anglais tout à l'heure. Mais disons que ce que je veux dire par là, et c'était l'essentiel de la démonstration que j'ai voulu faire, c'est que, d'une façon surprenante, tout le monde est à peu près d'accord avec la peine capitale. Et très largement, les condamnés à mort le sont aussi. C'est-à-dire que lorsqu'ils sont menés à l'échafaud, dans une culture religieuse très très forte, ils considèrent que la mort n'est pas une rupture en soi de la communauté, elle peut être une réintégration dans la plus grande communauté de Dieu. Et en ce sens, dans le spectacle de la peine capitale, on a une foule qui peut être ravie de la souffrance dont elle va être témoin, mais qui peut aussi, et c'est très souvent le cas, elle va chercher à participer aux prières et au salut de l'individu. Donc, en ce sens, le lien social, c'est de pouvoir garder la communauté ensemble, puisque lorsqu'on exclut un marginal, on soude la cohérence d'une communauté, mais c'est aussi, parfois, de s'assurer que cet individu qui est chassé de la communauté humaine restera néanmoins réintégré dans la communauté spirituelle et divine, et la foule, par ses prières, contribue à ça. Donc, la peine capitale, c'est bien entendu une exclusion, mais ce n'est pas qu'une exclusion. Il y a aussi toute une série de sphères qui permet aux condamnés de ne pas être réduits à néant, mais d'être dans la mémoire des hommes et dans la cité de Dieu, d'être réintégrés. Donc, ce sont des jeux complexes qui nous sont assez étrangers, mais ce sont des jeux complexes et très souvent contradictoires à chaque spectacle de la peine capitale, et même souvent contradictoires dans une foule en elle-même, parce qu'un spectateur peut interpréter le spectacle d'une façon largement différente de son voisin. Un voisin peut dire « à mort, tant mieux, j'en ai marre de te voir », alors que l'autre préfère prier pour son salut. Donc, on a tendance très souvent à percevoir les spectacles comme étant compris d'une façon globale et synthétique par la foule, alors que non, tout est répété, renouvelé, parfois avec plus ou moins de cohérence, mais dans un sens plus large, on peut dire que chacun va chercher une assurance, une garantie et une confiance. Parce que si la peine capitale n'est pas remise en cause avant la toute fin du XVIIIe siècle, c'est parce que, de part et d'autre, on la soutient et on l'attend. Et c'est là où je parle du lien social. Pour les étudiants ou les gens qui ont passé par les études en sociologie, on leur fait souvent lire, dans le cours d'introduction à la sociologie, un livre connu de Norbert Elias, La civilisation des mœurs, qui parle d'une diminution croissante de la violence dans les sociétés du Moyen Âge jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que vos recherches donnent raison à la thèse de la civilisation des mœurs de Norbert Elias? On peut difficilement traiter de la violence ou de la sexualité ou de quelque passion que ce soit sans passer par Elias, parce qu'il y a effectivement une progressive intériorisation des manifestations et des expressions de la violence entre le XVIe et le XVIIIe siècle. Au XVIe siècle, on peut frapper quelqu'un en pleine taverne et ne pas poser scandale. À la fin du XVIIIe siècle, c'est un petit peu plus délicat. On pardonne aisément au XVIe siècle à un paysan ivre d'avoir éventré son camarade de boisson parce que c'est un accident, alors qu'à la fin du XVIIIe siècle, ce ne l'est plus, c'est un crime.
Donc, il y a effectivement quelque chose que Norbert Elias a très, très bien repéré, qui est il appelle, lui, la civilisation des mœurs, mais en fait, ce qu'il cherche à déterminer, c'est une transformation des sensibilités, mais c'est aussi une transformation du contrôle, ni plus ni moins, c'est-à-dire que c'est la justice et c'est l'Église qui cherchent à construire la culpabilité. La civilisation ne peut être comprise qu'à travers un sentiment de culpabilisation. C'est la honte qui fait l'homme civilisé, ni plus ni moins. Donc, d'une part, moi, je fais une histoire de la peine capitale et non pas de l'abolition de la peine capitale, d'une part. D'autre part, ce qu'on remarque, et c'est ce que j'ai essayé de souhaiter, un peu à contre-courant de la théorie de Norbert Elias, c'est qu'à la fin du 18e siècle, on a de très nombreux projets de réforme, c'est ce que j'évoquais un peu plus tôt, mais des projets de réforme qui, finalement, ne sont pas pour l'abolition de la peine capitale. Ce ne sont pas des projets de réforme qui, il y en a quelques-uns, bien sûr, mais très majoritairement, ce ne sont pas des projets de réforme qui cherchent à élever la dignité de l'homme et à évacuer la violence de la vie des individus, c'est de donner à la peine capitale une utilité qu'elle n'aurait pas. À partir du moment où, dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, on est convaincu que la peine capitale n'est pas exemplaire, que celui qui regarde la peine capitale et qui a envie de commettre un crime ne va pas être effrayé par le supplice qui va lui être présenté, parce que a priori, lui, il va être convaincu qu'il ne sera pas pris. Donc, la peine capitale n'a jamais, et on le sait dès l'époque moderne, n'a aucune influence sur le taux de criminalité. Bon, alors, on est conscient de ça au XVIIIe siècle, mais alors, on se pose la question, que faire? On la remplace par quoi? Alors, ce que l'essentiel des réformateurs vont poser, c'est qu'on va chercher à la remplacer par une peine encore plus cruelle. Puisque le spectacle désormais est banal, de quelle manière peut-on le rendre extraordinaire, terrifiant et donc utile? Et c'est là où la théorie d'Elias n'a pas son aboutissement. Dans la mesure où l'essentiel de la population, l'essentiel même des intellectuels, sont favorables à une augmentation de la violence contre les criminels plutôt que le contraire. Donc, de penser que le XVIIIe siècle est plus civilisé que l'époque médiévale, c'est, à mon avis, une erreur, à tout le moins pour le cas de la violence. Il y a une façon de gérer ces comportements qui est bien réelle, mais les sensibilités n'ont pas tellement changé. Comment et pourquoi l'Europe est passée, entre la fin du 18e et la première moitié du 19e siècle, d'une pénalité édifiée sur la souffrance et le supplice à un système disciplinaire fondé sur la prison? En fait, je pose la question sans vraiment y répondre dans la mesure où c'est une question fondamentale que tous les historiens de la justice posent et qui est celle, finalement, que Michel Foucault a posée dans son grand livre « Surveiller et punir ». Alors, justement, Foucault, lui, y répond. Et de quelle manière y répond-il? Il dit, bon, nous avons au XVIIIe siècle des supplices où le corps est broyé par la justice royale, et au XIXe siècle, on a une prison qui va discipliner le criminel et chercher à le réhabiliter. Et ce que Foucault propose, c'est qu'il y a donc un déplacement. Le déplacement se fait dans une logique qui cherche à laisser tomber le corps et s'intéresse désormais à l'âme des criminels. Donc, il pose la question de pourquoi passe-t-on du corps à l'âme, et c'est l'une de très nombreux éléments de réponse, mais c'est les droits de l'homme, c'est le côté justement de l'utilitarisme des individus, c'est la force du pouvoir qui est plus efficace dans l'âme des individus que dans l'action et dans la violence des corps. Et ce que Foucault, d'ailleurs, prend comme exemple, ce que moi j'aurais tendance à nuancer, c'est que Foucault dit, à la fin du XVIIIe siècle, il y a des émeutes autour des échafauds, on est contre la peine capitale. Ou alors, on est contre l'exécution d'un certain nombre d'individus avec lesquels on s'associe, et on est frustré de voir un domestique, par exemple, être pendu pour le vol d'une petite cuillère d'argent. Donc, la justice considère que ces spectacles de peine capitale sont plus dangereux qu'utiles, et en ce sens, on va préférer
transférer les criminels dans un ailleurs plus sombre, plus caché, mais non moins réel, raison pour laquelle la prison doit, elle, être monumentale. La prison, c'est finalement le spectacle en tant que tel. Quand on passe devant la prison, on doit être effrayé, même si on ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur. Bon. Moi, ce que je propose dans l'introduction de mon livre, c'est justement, doit-on nécessairement poser la question de la peine capitale avec la prison? Et c'est ce que j'ai essayé de ne pas faire, c'est-à-dire de ne pas penser la peine capitale dans sa disparition, parce que je suis convaincu, et je reviens à la question que vous me posiez tout à l'heure, lorsque j'évoquais les différents consensus liés à la peine capitale, je reste convaincu qu'au cours du 19e siècle, même si la peine de prison est de plus en plus utilisée, il reste que l'essentiel de la population considère que la peine capitale est le principal châtiment du système judiciaire et que c'est peut-être le châtiment le plus utile qu'il considère. Bon, après, il y a toute une série de criminologues qui vont eux-mêmes écrire à ce sujet, mais j'ai voulu arrêter très précisément en 1800 pour éviter de poser la question de la prison, même si je l'évoque rapidement dans mes chapitres, parce qu'il intervient d'ailleurs plus rapidement en Angleterre qu'en France. Mais c'était une façon pour moi d'aborder l'objet peine capitale d'une façon plus originale. Parce que quand on m'a demandé d'écrire le livre, ce n'est pas le premier livre sur la peine capitale. De quelle façon donc peut-on l'aborder avec un peu d'originalité? Et c'est là où je me suis dit, tiens, laissons de côté, sans le nier, mais laissons de côté Norbert Elias, laissons de côté Michel Foucault et essayons de voir si, globalement, on peut marcher avec les suppliciés. Parce que c'est ce que j'ai essayé de faire. Quitter les grands... quitter, je les évoque, mais quitter les grands juristes, quitter les grands philosophes éclairés et m'intéresser aux principaux acteurs, en fait, de la peine capitale, que sont les condamnés. Et au tout début de l'entretien, vous me demandiez avec quels matériaux j'avais principalement travaillé pour faire ce livre. Effectivement, ce ne sont pas Beccaria, Voltaire, Blackstone ou les grands juristes ou grands réformateurs du XVIIIe siècle. Ce sont les archives judiciaires qui retracent la parole des condamnés à mort, qui retracent la parole de spectateurs et qui cherchent à voir au ras du sol ce qui se passe. Donc, de ne pas regarder du haut ce qui se passe vers l'échafaud, mais de regarder, comme les spectateurs, ce qui se passe devant nous. Donc, c'est un peu en inversant le regard traditionnel de la peine capitale. Quand on fait l'inventaire de tous les procédés de torture et de mise à mort, on réalise une chose, la créativité humaine a aussi été prolifique en matière de châtiment. On pourrait peut-être même parler d'un art de la mise à mort. Mais derrière l'art du meurtre se cache aussi un métier, c'est le métier de bourreau. Est-ce que le bourreau était vu comme un marginal infréquentable pour les autres membres de la société? Le bourreau est effectivement le personnage qui revient dans tous les chapitres du livre, évidemment. Le chapitre 2 est entièrement consacré au bourreau. Parce que j'ai cherché, justement, dans l'opposition entre Londres et Paris, à voir que ces personnages sont l'incarnation d'un système pénal et qu'ils sont si différents de part et d'autre, de Paris et Londres, qu'ils sont en soi l'indice qu'on a affaire à deux systèmes judiciaires différents et à deux cultures de la peine capitale qui sont différentes. À Paris, le bourreau est un marginal. Le bourreau est infâme. Il est exclu de la ville. Il lui est interdit de dormir et d'avoir une maison en ville. Il doit être donc à l'extérieur des murs de la capitale. Il n'a pas le droit de toucher qui que ce soit parce que son toucher, dit-on, est stigmatisant. On lui interdit jusqu'à la fin du XVIIIe siècle d'assister au théâtre. À la messe, il doit être complètement reculé et ne pas s'asseoir avec le reste des paroissiens. Donc il y a véritablement une culture de l'exclusion pour un personnage qui est que l'on considère comme celui qui transmet l'exclusion sociale. Il n'est pas simplement celui qui tue, mais c'est celui aussi qui transmet la honte. En contrepartie, et ça c'est une caractéristique de Paris, on ne retrouve pas ça tout à fait dans les autres villes françaises, mais en contrepartie, c'est un individu qui est extrêmement riche. Il a toute une série de privilèges. Il est le seul avec les nobles à pouvoir porter l'épée
pour, justement, puisqu'il est sujet d'attaque, pour pouvoir se protéger. Il est libéré d'impôts. Il peut même prélever des impôts particuliers en nature sur les différents marchés de la capitale. Et ce qui fait qu'on a le paradoxe d'un individu à Paris qui est exclu de la société, mais qui se promène poudré, frisé, en carrosse, avec bien sûr des valets, mais les valets de bourreau sont considérés comme la pire racaille qui puisse exister. Donc il y a effectivement une sorte de paradoxe entre ce personnage qui est marginalisé par la population, mais qui semble être fortuné plus que l'essentiel de la population. À Londres, c'est tout le contraire. À Londres, le métier de bourreau, c'est un petit métier d'officier, c'est-à-dire que le shérif délègue à un individu le soin d'exécuter les condamnés. Et donc, le bourreau a assez peu d'argent. L'argent qu'il touche, c'est uniquement à la pièce, à chaque exécution, alors que le bourreau français, lui, touche un revenu à la pièce, mais touche aussi, ce que je vous disais, une série de revenus qui touchent à la fin du XVIIIe siècle, lorsque l'impôt en nature est aboli. Le pouvoir royal décide de lui remettre en contrepartie une somme de 16 000 livres par année, en contrepartie de ses avantages en nature. Ce qui est d'abord énorme, et ce qui est bien moindre que ce qu'il touchait véritablement. On estime qu'il touchait à peu près 50 000 livres par année, uniquement sur ses impôts en nature, ce qui est absolument gigantesque. À Londres, le bourreau crève presque de faim, doit généralement exercer 2 métiers, mais c'est un personnage qui est fascinant pour la population. On aime bien, après une exécution, prendre un verre avec lui, discuter avec lui des derniers mots qui sont échangés entre lui et le condamné. C'est un personnage qui n'a pas du tout le même rapport de marginalité. Et là la question c'est pourquoi? Alors, je propose dans le livre quelques suggestions, mais quelques hypothèses, mais je crois qu'il est... sans que ce soit une vérité que je serais prêt à défendre contre vents et marées, mais je crois que le fait qu'en Angleterre, depuis le XIVe siècle, les jugements se font par jury. Le jury n'apparaît pas au XIXe siècle. En Angleterre, il est là dès le Moyen Âge. Et donc, que le jugement est dissipé et saisi par ce qui est considéré comme une représentation du peuple, mais le bourreau, en soi, n'a pas l'infamie, puisque tout le monde partage. En fait, c'est la société, en quelque sorte, qui partage l'odieux de la condamnation capitale. Alors qu'à Paris, c'est tout le contraire. À Paris, le juge est responsable de toute l'enquête jusqu'à la condamnation capitale, et comme le juge ne doit absolument pas toucher le sang, ne doit pas toucher l'horreur de la condamnation capitale, c'est l'exécuteur, c'est le bourreau qui en prend tout l'odieux. Ce sont donc des considérations que je développe davantage, des considérations anthropologiques sur la nature du sacré, sur la nature de la marginalité des 2 individus, qui permettent d'envisager justement d'une façon relativement originale le système judiciaire des 2 parts de la Manche, mais aussi les relations, on revient au lien social, les relations entre la population et les institutions judiciaires. Dans votre livre, si on peut résumer ça comme ça, on compte 3 personnages importants. Donc, le bourreau, on vient d'en parler, le supplicié, mais aussi le spectateur. Est-ce que la peine de mort était pensée en fonction du spectacle que ça allait créer, ou la présence des spectateurs était complètement impertinente? Non, en fait, vous avez raison. L'exécution en tant que telle doit être publique. C'est-à-dire que la justice n'a aucun sens si elle n'est pas publicisée. De la même façon, on soulevait tout à l'heure la question de l'erreur judiciaire, de la même façon, tout au long de l'époque moderne, lorsqu'il y a erreur judiciaire, cette erreur judiciaire doit être publicisée. C'est-à-dire qu'elle doit être, on imprime le texte de justice qui reconnaît qu'une erreur judiciaire a été commise et on distribue ce texte à l'ensemble de la population parce que la justice doit être publique. Bon. Le spectateur, et là on a de très nombreux travaux plus contradictoires les uns que les autres sur le rôle du spectateur, la réaction du spectateur, la responsabilité du spectateur dans le cadre de l'exécution capitale. C'est toujours très difficile à résoudre parce que, comme je vous le disais, les témoignages sont si nombreux et si contradictoires qu'un spectacle interpelle un public différent et ce public réagit d'une façon différente. Quoi qu'il en soit, donc,
l'exemplarité est la principale, peut-être même l'unique justification de la peine capitale à l'époque moderne. Enfin, elle n'est pas l'unique, mais disons qu'elle est celle sur laquelle insistent davantage les juristes et les magistrats. L'exemplarité, ça veut dire il faut faire peur. Nous avons une justice qui fonctionne par ce que Michel Porret appelait la pédagogie de l'effroi. Donc, il faut faire peur au public et en soi, l'exécution doit très clairement faire le lien entre le crime et entre la peine, et on s'adresse donc au public. C'est la raison pour laquelle une exécution ne doit pas être exécutée en prison, justement. Un supplice ne doit pas être exécuté en prison, mais en place publique, idéalement à midi, de façon à ce qu'il y ait le plus de gens possible. Donc, l'idée, c'est de rechercher le plus grand nombre de regards pour que le spectacle puisse être porté. Et après, au-delà de l'événement en tant que tel, eh bien, il faut qu'il y ait un écho au spectacle. C'est la raison pour laquelle on va chanter des chansons, c'est la raison pour laquelle le pouvoir royal va faire écrire ou admettre que soient écrits des textes qui vont raconter l'exécution, ou surtout les textes qui vont raconter le crime qui a été réprimé, de manière à ce qu'il y ait une mémoire de la justice. Donc, il est clair que pour que la justice ait un sens, il faut qu'elle soit exemplaire, et pour qu'elle soit exemplaire, il faut qu'il y ait un spectacle. Donc, le spectateur est fondamental. Et en fait, vous me posez la question, est-ce que la justice considère que le public est important? C'est en raison du public que les projets de réforme vont être mis en place au 18e siècle. C'est parce qu'on va considérer que, justement, le supplice est trop banal, que le public rit, joue au dé, ou parfois ne va même pas assister à un supplice. C'est la raison parce qu'on est terrifié par l'absence de terreur de la population que l'on va chercher de nouveaux supplices, que l'on va chercher de nouvelles solutions. Donc, la justice pénale est impensable sans le public. Et ça, c'est évidemment de part et d'autre de la Manche, à Londres comme à Paris, même si on sollicite différemment le public de part et d'autre de la Manche. Une des pages les plus importantes de l'histoire occidentale s'ouvre sur la réforme protestante. Le schisme entraîné par Martin Luther entraîne quel effet dans l'histoire de la peine de mort à Paris et à Londres? C'est un bouleversement total, évidemment. Ce n'est pas tant Luther, et donc ce n'est pas tant en 1517 que le bouleversement se fait, c'est, j'ai envie de dire, en 1534. Pourquoi? Parce que, d'ailleurs, d'une façon différente, mais c'est la même époque, je vous dirais, en Angleterre et en France, c'est parce qu'on tombe dans la politisation du crime religieux. En 1517, Luther n'est pas le premier hérétique, évidemment. Mais en 1517, c'est la publication des 95 thèses de Luther. Il y a partout en Europe des remises en cause, des discussions. Luther n'est pas tout de suite chassé de l'Église. Il n'est chassé qu'en 1521. Et en 1521, véritablement, Luther est considéré comme un hérétique. Et la plupart des pays chrétiens, des États chrétiens comme l'Angleterre d'Henri VIII, et la France de François Ier vont se lancer dans une répression relativement nuancée des hérétiques. Je dis nuancée parce que pour eux, la considération religieuse est plus ou moins sont des hommes de foi, tous les deux, mais ils ne jugent pas nécessaire de mettre au bûcher les luthériens. Donc il y a des bûchers, bien entendu, mais il faudra attendre les années 30 pour que là, on tombe dans un temps des supplices épouvantables. 1534, en Angleterre, c'est le schisme anglican. Henri VIII, pour les raisons de son divorce qui sont refusées par la papauté, décide donc de rompre tous les liens avec la papauté et se fait chef de l'Église d'Angleterre. C'est en 1534 qu'est enregistré ce qu'on appelle l'acte de suprématie, c'est donc dire tout lien avec la papauté est rompu. Tous ceux qui considèrent que le chef de l'Église, c'est le pape, sont considérés comme des hérétiques, puisque désormais, le chef sacré, c'est le roi. Donc là, on a une politisation d'un crime religieux qui se fait. À partir de ce moment-là, les luthériens ne sont pas véritablement réprimés en Angleterre. Ce sont les papistes, ce sont les catholiques qui, eux, dans leur allégeance au pape, sont considérés comme des rebelles au roi.
C'est exactement ce qui va se passer aussi en France, mais un peu plus tard. En 1534, c'est l'affaire des placards. Ce sont des luthériens qui vont placarder, donc afficher des textes qui remettent en question la transsubstantiation, qui remettent en question des dogmes religieux catholiques, la sacralité de la messe, toute une série de choses comme ça, et qui vont jusqu'à placarder cette affiche jusqu'à la porte de la chambre de François Ier. François Ier est furieux dans sa foi, mais surtout furieux parce qu'on vient jusqu'à chez lui contester son autorité. Et là, dans les mois qui vont suivre, Paris sera presque tout en feu parce que à chaque fois qu'on voit un luthérien, un hérétique, on le met au bûcher. À tel point où c'est le pape qui va écrire à François Ier en lui disant « Calmez-vous, il serait peut-être temps de pardonner à ces égarés. » Donc, c'est vous dire à quel point la répression est véritablement engagée dans le moment où le religieux touche le politique. Et en 1562, c'est le début des guerres de religion qui vont ravager la France jusqu'à Henri IV. Donc, il y aura 8 guerres de religion entre 1562 et 1598. Et à partir de 1562, le protestant cesse d'être un criminel religieux et devient un criminel politique. Parce qu'il prend les armes, parce qu'il affronte les armées du roi. Et en ce sens, il n'est plus convenable de le mettre au bûcher. On le tue par la pendaison, puisqu'il est considéré comme un rebelle et non pas comme un sacrilège. Donc ce moment est extrêmement important au XVIe siècle, important parce que, bien sûr, la réforme religieuse est fondamentale d'un point de vue culturel, mais elle est aussi fondamentale parce qu'elle pousse encore plus loin le processus que j'évoquais un peu plus tôt de sacralisation du politique. J'évoquais tout à l'heure que la disparition du jugement de Dieu va demander au pouvoir royal de prendre la position que Dieu occupait dans la justice des hommes. Eh bien, la réforme protestante pousse encore plus loin. Désormais, donc, tout crime religieux est en soi un crime politique, puisque le roi est chef de l'Église et qu'il est voulu par Dieu. Et en ce sens, donc, on est véritablement dans ce qu'on pourrait appeler l'absolutisme monarchique, de part et d'autre, en Angleterre comme en France. On est dans, justement, un pouvoir infaillible et où le religieux n'est pas un affront direct à Dieu, c'est d'abord un affront au roi, puis à Dieu. Donc la réforme est importante à ce moment-là. Et ça redéfinit, bien entendu, tout le rapport à la justice. Donc, M. Bastien, votre livre s'attarde à étudier la pratique de la peine de mort à Paris et à Londres. Est-ce que vous vous sentez en mesure de trancher et de dire laquelle des deux villes condamnait de façon plus juste ou plus humaine entre les deux villes? Non. D'abord, je tranche et je dis non. La conclusion du livre ne cherche pas à donner une médaille d'humanité à l'une ou l'autre des pratiques, parce que même si on a envie de donner au côté anglais, grâce à l'appareil du jury, un côté plus démocratique, entre guillemets, la répression, c'est ce que j'évoquais un peu plus tôt, la répression est beaucoup plus sévère. Les peines sont tout aussi barbares. J'emploie des termes aujourd'hui. Évidemment, si je me mettais comme un spectateur de l'époque, je n'emploierais pas les mêmes termes. Mais Londres comme Paris ont des pratiques différentes, mais les deux conçoivent le crime comme quelque chose qu'il faut éliminer et éradiquer. Et en cela, on ne peut pas prendre parti, être plus sympathique à l'une ou l'autre des pratiques, pour qui la peine capitale est essentielle dans le fonctionnement de la justice. Il faut dire aussi qu'en Angleterre, il y a le gibet, il y a la justice, mais l'Angleterre n'a jamais hésité à envoyer l'armée pour fusiller des émeutes, par exemple, fusiller des émeutiers, ce que la France fait un peu plus délicatement. Elle a un peu plus de réserve. Donc, il y a une difficulté à répondre à votre question parce que je crois que d'un point de vue historique, on ne peut pas véritablement comparer
dans cette perspective, du moins pas pour l'époque moderne qui nous concerne. Même si je le répète un peu en plaisantant à quelques reprises dans le chapitre, même si l'Angleterre est toujours un peu en avance sur la France, même si les politiques carcérales, et là encore, est-on vraiment dans une politique plus humaine dans la politique carcérale? Ça mérite un livre. Mais les politiques carcérales interviennent beaucoup plus tôt en Angleterre qu'elles interviennent en France. L'Angleterre va plus rapidement que la France remplacer la peine capitale par la déportation en Australie ou aux États-Unis. D'abord aux États-Unis, puis avec l'indépendance américaine, l'Australie. Donc, il y a en Angleterre un mouvement qui se fait plus tôt, mais c'est pas parce qu'elle se fait plus tôt que l'histoire de la justice capitale est plus juste et plus humaine, parce que de toute façon, les termes d'humanité et les termes de justice, historiquement, ont beaucoup évolué. L'humanité au XVIIIe siècle n'a rien à voir avec notre propre humanité. Je vais vous donner un exemple bien précis que je cite dans le dernier chapitre. Diderot, l'un des plus grands, si ce n'est le plus grand philosophe des Lumières, avec d'Alembert, l'un des maîtres d'œuvre de l'encyclopédie, est un homme d'une grande sensibilité. On connaît ses romans, on connaît sa critique d'art, on connaît sa grande sensibilité, et il est en soi l'archétype même de l'homme des Lumières. Or, dans l'encyclopédie, c'est lui qui rédige une partie de l'article Anatomie. Et dans l'article Anatomie, il parle d'humanité, il parle de bien public, et pour lui, l'humanité, c'est l'utilité. Et l'utilité, comment la voit-il dans le cadre de la justice pénale? Il propose à la fin de son article Anatomie, il dit la peine capitale est inutile. C'est-à-dire qu'on tue un individu, personne n'est vraiment effrayé, et après, que fait-on du corps? Soit on le donne au chirurgien qui regarde un corps mort, soit on le jette à la voirie. Ce que Diderot propose, cet homme des Lumières, cet homme qui a l'humanité au bout de la bouche, au bout des lèvres tous les jours, cet homme suggère que l'on remplace la peine capitale par la vivisection, donc la dissection d'un corps humain toujours vivant. Que les criminels condamnés à mort soient étendus sur la table et que les chirurgiens ouvrent, fassent des expériences. S'il meurt, c'est ce qu'il a mérité. Et s'il survit, il est gracié. Il a, par sa douleur et son sacrifice, payé sa dette. Et en soi, il a contribué à l'humanité. Donc vous voyez, et dans son esprit, ce n'est pas contradictoire, alors que pour nous, c'est absolument épouvantable. Mais le terme même d'humanité, avec nos 2 siècles de distance, n'a pas du tout la même signification. Quand on lit l'histoire du crime, on constate que la culpabilité des gens est souvent liée à des délits de nature économique. On se rappellera l'interdiction de la revente du sel au Moyen Âge, la punition des ramasseurs de bois morts, sans oublier au Canada la peine capitale pour le vol du navet jusqu'en 1859. Est-ce que la peine de mort est l'apanage exclusif des pauvres? Exclusif, non, puisqu'on retrouve effectivement, dans l'époque qui m'intéresse, on retrouve, ils sont très très peu nombreux, mais on retrouve quelques nobles pour généralement des crimes politiques ou des crimes de violence. Évidemment pas pour des crimes économiques. Ou alors, lorsqu'ils sont pris pour des crimes économiques, ils sont condamnés comme des pauvres, c'est-à-dire à la pendaison. Ils perdent leur privilège d'être décapités, ce qui est généralement ce que leur statut leur réserve. Mais vous avez raison, et ça, de très nombreux travaux pour le cas anglais comme pour le cas français ont révélé que la détresse économique se voit au dégibet. C'est peut-être, et là encore, il faudrait être nuancé, mais c'est peut-être le cas davantage en Angleterre qu'en France. On a généralement, et là encore, les recherches doivent se poursuivre pour nuancer le propos, mais généralement, on considère que le crime économique tend à surpasser le crime de violence
pendant la période, ce qui serait un symbole donc de la civilisation des mœurs. On est moins violent, mais on vole davantage. En réalité, si je me fie aux archives que j'ai consultées et aux spectacles dont j'ai presque été témoin avec les documents que j'ai feuilletés, essentiellement, les crimes violents sont commis par une population en détresse. Ce sont généralement, d'ailleurs, des voleurs qui, pour se sauver, commettent des crimes violents. Essentiellement, je vous dirais 80% des condamnés à mort sont des condamnés à mort pauvres, où le vol n'est pas très loin du mobile du crime, même dans le meurtre. Donc, en ce sens, oui, pour répondre à votre question, il s'agit d'une réalité économique importante. C'est la raison pour laquelle, ensuite, en Angleterre d'abord et ensuite en France, la prison va répondre à cette question. Puisqu'elle a dit, essentiellement, ce sont des voleurs que l'on met au bout des gibets, mais pourquoi ne pas les réhabiliter en leur apprenant le travail? Donc, la prison en Angleterre au XVIIIe siècle, ce sont des workhouses, des maisons de travail, pour apprendre aux individus à travailler. Donc, une façon aussi extrêmement patriarcale d'apprendre à travailler à des individus, une population qui, naturellement, est paresseuse. Il y a tous des discours particuliers, des discours qu'on a ensuite tenus, qu'on a parallèlement tenus avec les races, où de toute façon l'ouvrier n'est pas très loin du nègre au XIXe siècle, où ils sont tous paresseux, tous prédisposés au crime. Donc, mais ça, c'est une réaction à une réalité, non pas criminelle, mais une réalité répressive, parce qu'il faut véritablement distinguer la criminalité de la répression. Parce que les crimes, on ne sait pas tous les crimes qui se commettent. Il y a tellement de crimes qui ne voient jamais le jour, en fait, ou que la police ne réussit jamais à appréhender. Réellement, ce que l'on sait dans les archives, c'est ce qui intéresse la justice royale. Ce qui l'intéresse, c'est de réprimer les crimes contre la propriété. C'est ça qui l'intéresse. Et en soi, donc, c'est à travers les archives de la répression que l'on peut essayer de déterminer les obsessions d'une société ou les obsessions d'un pouvoir, et essentiellement, dans ce qu'on va rapidement appeler la société bourgeoise, eh bien, c'est le crime contre les biens qui est plus important que le crime contre les corps. Dans votre livre, vous rapportez qu'à Londres, avant la mise à mort, on accordait un droit de parole aux suppliciés, mais ce n'était pas le cas à Paris. Pourquoi cette différence? Ça, ça serait une réponse extrêmement longue à vous donner, puisque essentiellement, le livre cherche à démontrer ça. Mon chapitre 4 est complètement consacré à la parole. Je vous dirais que, essentiellement, donc pour retracer les faits, la prise de parole sur l'échafaud devient une institution typiquement anglaise au XVIIe, XVIIIe siècle. En France, les condamnés à mort pouvaient prendre la parole sur l'échafaud au Moyen Âge, mais au XVIe siècle, avec la réforme protestante, ils perdent ce droit. Pourquoi? Parce que on est en guerre religieuse, on est en conflit religieux, et la prise de parole dessert le pouvoir royal, puisque le pouvoir royal commence à réaliser que le martyr qui prend la parole et qui cherche à convaincre les spectateurs dessert le spectacle qui cherche finalement à faire de l'hérétique un abominable et un suppôt du démon. Donc la parole va progressivement disparaître. Elle sera confisquée par le prêtre, qui sera le seul à pouvoir échanger avec le condamné. De telle sorte qu'il y a un processus de confiscation de la parole à Paris au XVIIe, au XVIIIe siècle. Alors, vous me posez la question pourquoi? La France a élaboré un processus de destruction de l'existence sociale en confisquant la parole. Ce que je veux dire, c'est que avant de tuer l'individu, il faut le tuer socialement. Avant qu'il soit mis à la corde, il faut qu'il cesse d'exister pour l'ensemble du public.
Et évidemment, vous pourriez me contredire en me disant, oui, mais vous nous avez parlé du lien social, vous nous avez parlé que le condamné peut parfois être secouru, entre guillemets, par la population qui va prier pour lui. Mais ce que le pouvoir royal réussit à mettre en place, c'est deux espaces. Un espace spirituel qui est complètement distinct de l'espace judiciaire ou politique. De telle sorte que un condamné à mort pourrait mourir en priant le Seigneur et en étant sauvé, sans que cela nuise à la réputation de la justice du roi. Et donc, le processus de confiscation de la parole est un processus de destruction du corps social, du corps social de l'individu, qui est nécessaire, finalement, pour que la justice puisse être considérée comme légitime. Sinon, elle peut être considérée comme meurtrière et non pas comme judiciaire. Et ce processus est long, il prend près de 3 siècles, mais il est parfaitement achevé. Aujourd'hui, on pourrait poser la question à tous les sociologues en France qui s'intéressent à la pénalité. Je veux dire, quel est le prisonnier qui sort de prison et qui a une existence sociale? Il est stigmatisé, c'est un marginal qui ne pourra presque jamais, à moins d'une exception, réintégrer la société parce qu'on lui aura retiré toute possibilité de pouvoir se libérer de son dossier criminel, en quelque sorte. Donc, cette destruction de l'individu est mise en place dès le tout début du XVIIe siècle et existe encore aujourd'hui. Je parle de la France parce que je la connais davantage, mais on pourrait tout à fait étendre ce cas ici ou à d'autres sociétés pénales et carcérales. Le logiciel NetMaths pour les élèves et les enseignants de mathématiques est fier de contribuer à la diffusion de la recherche universitaire en commanditant cette émission. Visitez-nous au www.netmaths.net.